La ville de Rivergate semblait, à première vue, incarner l'harmonie parfaite d'une petite cité de province. Ses rues, bordées de grands arbres aux branches luxuriantes, semblaient s'étirer à l'infini, comme pour inviter à la tranquillité. Les lampadaires, alignés comme des sentinelles silencieuses, créaient une lumière douce et chaude sur les trottoirs en pavés qui serpentent entre les maisons en briques anciennes. Les habitants, dans leur routine quotidienne, se croisaient sans vraiment se voir, occupés à leur propre monde, à leurs propres préoccupations. Mais derrière cette façade tranquille se dissimulait une autre réalité. Une réalité faite de silence étouffant, de murs invisibles et de regards fuyants. Les tensions sous-jacentes étaient omniprésentes, souvent ignorées, parfois étouffées sous le poids des apparences. Dans les quartiers comme Greenwood, les tensions sociales ne se résumaient pas à des faits visibles. Elles se cachaient dans les conversations murmurées, dans les portes qui se fermaient à l'arrivée de certaines personnes, dans les opportunités non offertes, dans les regards fuyants. Les habitants de Greenwood savaient que la justice ici n'était pas la même pour tout le monde. Les préjugés étaient invisibles mais puissants, s'insinuant dans chaque aspect de la vie quotidienne. Un bruit de fond constant que personne n'osait vraiment affronter, par peur de remettre en question l'ordre établi. L'injustice était présente, mais elle se camouflait dans les discours officiels, dans les rapports mensuels, dans les statistiques soigneusement triées. Et les plus vulnérables, ceux dont la couleur de peau les rendait déjà invisibles dans les structures de pouvoir, en étaient les premières victimes. L'agent Brian Huxley en était un parfait produit. À 42 ans, ancien militaire devenu policier, il incarnait la rigueur et l'ordre. Son visage, carré et marqué par les années de service, était bien connu dans les vestiaires de la police de Rivergate. Il était celui qui ne faisait pas de compromis, celui qu'on appelait pour les missions importantes, celui qui ne se laissait jamais déstabiliser. Mais dans les coins sombres du commissariat, là où les vrais visages se dévoilaient, il y avait des murmures. Brian avait des préférences que certains disaient évidentes, et d'autres, plus subtiles, appelaient discriminatoires. L'agent Huxley n'avait jamais caché sa vision de la loi. « Je fais respecter la loi, mais faut savoir où regarder en priorité », répétait-il souvent, un sourire satisfait aux lèvres, comme s'il délivrait une vérité universelle. C'était une phrase qui faisait souvent écho dans les discussions informelles des policiers, mais elle n'était jamais mise en cause. Personne n'osait le confronter. Après tout, Brian était le modèle. Il réussissait à maintenir l'ordre avec une main de fer, il était le favori des supérieurs, celui qu'on décorait, celui qui passait dans les journaux pour sa bravoure. Mais sous cette façade d'unité et de discipline, il y avait des fissures que seuls ceux qui étaient prêts à voir l'invisible pouvaient percevoir. Personne ne voulait remettre en cause l'ordre qu'il représentait, jusqu'à ce qu'il croise le chemin de la femme au tailleur noir. Ce matin-là, un appel d'un standard basculait dans le quotidien habituel des patrouilles. Un appel simple, anodin. Femme suspecte observant les bâtiments municipaux. Ce genre de rapport n'était pas rare. Greenwood avait une réputation de quartier un peu plus tendu, plus complexe. Les surveillances étaient fréquentes. Brian savait ce qu'il allait trouver, une femme noire, probablement là pour une raison obscure selon son propre jugement. Les gens comme elle, dans des quartiers comme Greenwood, se faisaient toujours surveiller. Il arrive sur les lieux en voiture avec son jeune collègue, Tom, un recrue encore en formation. Les deux agents descendent du véhicule, la chaleur de l'été frappant immédiatement leur peau. Brian jette un coup d'œil rapide autour de lui, puis aperçoit la silhouette d'une femme noire, debout, téléphone en main, en train de scruter les bâtiments administratifs. Elle semblait calme, presque froide, immobile sous l'ombre d'un arbre. Brian, songeant déjà à un contrôle de routine, s'avance droit vers elle. Son regard se fait acérer, analysant la moindre de ses actions. Il n'a pas besoin de poser de questions, il sait déjà ce qu'il va faire. Il s'arrête à quelques pas d'elle. « Vous faites quoi ici ? Montrez vos papiers. » La femme ne réagit pas immédiatement, ne répond pas tout de suite. Elle tourne lentement la tête vers lui, ses yeux rencontrant ceux de Brian avec une tranquillité déconcertante. Il y a un moment de silence. Ce n'est pas un silence gêné, non, mais un silence imposant, comme si l'air lui-même s'était figé. « Je travaille ici, répond-elle, sa voix calme, mais ferme. » L'entendre dire cela déstabilise Brian, mais il ne laisse rien paraître. Il répète, d'un ton plus sec. « Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Identité. » Elle ne semble pas perturbée par son intonation, ni par l'agressivité palpable dans sa voix. Elle le regarde, d'une manière presque interrogative,
comme si elle avait l'intuition que tout ceci n'était qu'un jeu pour lui. Puis, sans se démonter, elle prononce ces mots, d'un ton parfaitement mesuré. « Agent Huxley, je vous conseille de baisser d'un ton. Vous ne savez pas à qui vous parlez. C'est une provocation directe. Et ça, Brian ne le supporte pas. Une femme noire qui lui parle ainsi, sans crainte, sans soumission? Il n'y avait pas de place pour ça dans son monde. Le contrôle était son territoire, et personne ne le défiait sans en payer le prix. Il ne réfléchit pas. Il lève la main et la gifle. Un claquement sec résonne, lourd dans l'air. Un geste brutal, une violence dénuée de toute justification, mais il est fait. Il la frappe. La foule autour d'eux, jusqu'alors silencieuse, se fige. Le bruit de la gifle semble résonner plus fort que tout le reste. La femme titube légèrement, mais elle ne tombe pas. Elle se redresse avec une dignité glaciale, les yeux toujours fixés sur lui. Rien n'a changé dans son regard. Elle murmure, presque sans émotion. « Vous venez de tout perdre. » Son nom, Dr. Althea Monroe. Althea Monroe n'était pas simplement une fonctionnaire des affaires internes. Elle était une force en soi, une présence discrète mais inébranlable dans le monde de la police. À 38 ans, avec un parcours académique impeccable et une carrière dédiée à la réformation des pratiques policières, elle avait su s'imposer. Son nom était respecté, parfois redouté, dans les cercles les plus fermés de la police de Rivergate, mais aussi par les autorités qui savaient qu'elle ne se laissait pas intimider. Althea avait une vision claire. Elle ne se contentait pas de juger. Elle voulait changer les choses de fond en comble, guérir les systèmes pourris de l'intérieur. Chef des affaires internes à la tête de l'unité spéciale d'investigation éthique, elle était responsable de l'intégrité de la police elle-même. Mais sa mission allait bien au-delà du simple contrôle. Elle était une guerrière invisible dans un combat pour la vérité, la justice et l'éthique, luttant contre l'impunité. Depuis des mois, Althea menait une enquête discrète, sous couverture, sur les pratiques discriminatoires et abusives qui gangrenaient la police de Rivergate. Elle avait pris la décision d'entrer en territoire hostile, dans des quartiers comme Greenwood, là où les tensions étaient les plus fortes, là où les violences policières étaient les plus marquées. Elle savait que pour être crédible, elle devait être là en personne, observer, entendre, documenter. C'est ainsi qu'elle s'était rendue dans ce quartier populaire sans prévenir, choisissant de mener sa vérification terrain sans faire d'annonce officielle. C'était risqué, mais elle savait que c'était la seule manière de découvrir la vérité sans l'influence des filtres habituels. Althea ne savait pas que cette journée-là marquerait un tournant définitif. Après avoir observé le comportement des agents, elle avait commencé à rassembler des preuves, témoignages, vidéos, rapports officiels. Tout semblait suivre son cours jusqu'à cet instant précis. Quand Brian Huxley avait giflé cette femme noire, tout s'était accéléré. Ce qu'elle avait observé en quelques secondes de confrontation avait tout changé. En moins de 3 heures, la vidéo de la gifle, capturée par un passant, se retrouvait sur les réseaux sociaux. Le visage d'Althea, marqué par l'impact de cette violence gratuite, devenait l'icône d'une injustice flagrante. En moins de 24 heures, la vidéo tournait en boucle sur tous les écrans. Les journalistes s'en donnaient à cœur joie. Les éditorialistes analysaient et débattaient. Rivergate était en effervescence. Mais ce n'était que la première étape d'une révélation plus grande encore. Le lendemain, le rapport de l'unité des affaires internes, rédigé par Althea elle-même, faisait surface. Un document accablant. 146 pages d'enquête, de preuves et de témoignages. Ce n'était pas simplement un incident isolé. C'était l'aboutissement de décennies d'abus, de pratiques discriminatoires systématiques et de comportements toxiques qui avaient été cachés, étouffés et ignorés. Des témoignages de victimes avaient été supprimés. Des agents qui s'opposaient à la hiérarchie étaient intimidés ou poussés à la démission. Le tout sous le regard complaisant des hauts responsables de la police de Rivergate. Mais la bombe la plus lourde, celle qui déstabilisa tout, fut la révélation que Brian Huxley était au centre de 17 plaintes. 17 plaintes qui avaient toutes été classées sans suite, parfois même manipulées pour qu'elles n'atteignent jamais la lumière. Il était l'un des piliers d'un système qui favorisait l'impunité et les préjugés raciaux au sein du service. L'impact du rapport ne se fit pas attendre. Très vite, Brian Huxley fut suspendu de ses fonctions et convoqué devant un comité d'enquête. C'était la première fois qu'il devait répondre à ses actes devant une autorité qui ne se laisserait pas acheter, une première où son autorité ne serait pas simplement une façade. Et il savait que cette fois,
Le pouvoir du silence ne marcherait pas. Au moment de son audition, Brian se présentait comme une victime. Un homme accablé par un complot, par une conspiration de personnes qui, selon lui, cherchaient à le détruire. Il niait tout, répétait qu'il avait agi selon les règles de la loi, qu'il n'avait fait qu'exercer son autorité. Il criait à l'injustice, à l'accusation injustifiée, et à un piège monté contre lui. Mais plus il parlait, plus il s'enfonçait. Ses propos devenaient incohérents. Ses dénégations semblaient de plus en plus fragiles face aux preuves accablantes. Le public dans la salle, ainsi que les membres du comité, comprenaient bien qu'il ne faisait qu'aggraver son cas. L'audition dérapa lorsqu'un des anciens collègues de Brian, un autre policier, prit la parole. Il déballa des années de harcèlement, d'intimidation et de maltraitance psychologique de la part de Brian Huxley. Ces révélations furent corroborées par des enregistrements vidéo et des témoignages anonymes qui émergeaient des coulisses. Une véritable toile d'araignée de mensonges et de malversations se dessinait. Pendant toute l'audition, Althea Monroe était présente dans la salle. Elle ne dit pas un mot. Elle observait, implacable, prenant des notes, analysant chaque réaction, chaque mot. Elle ne cherchait pas à se venger. Ce n'était pas son rôle. Elle avait une mission plus grande, réformer, changer le système de l'intérieur. Elle n'était pas là pour être la justicière qui se vengeait d'un coup de poing. Elle était là pour qu'on prenne enfin conscience des réformes nécessaires. Les preuves étaient accablantes, mais Althea savait que l'histoire ne s'écrivait pas seulement avec des faits, mais aussi avec des changements structurels. Elle savait que Rivergate devait changer, que la police devait être plus qu'un simple bras armé du pouvoir. Elle rêvait d'une police plus juste, plus équitable, plus humaine. Mais elle savait aussi que ce ne serait pas facile. Ce genre de changement prenait du temps, et souvent, il fallait bousculer les fondations même de l'institution. Alors, même si elle pouvait savourer la chute de Brian Huxley, elle savait qu'il s'agissait là seulement d'une petite victoire dans une lutte beaucoup plus vaste. Elle leva finalement la tête, alors que la salle se vidait, et murmura à un collègue proche. « Ce n'est qu'un début. Rivergate mérite mieux que ça. Nous allons reconstruire, brique par brique. » La bataille venait juste de commencer. Un soir, alors que l'obscurité tombait lentement sur Rivergate, Tom, le jeune agent qui avait accompagné Brian ce jour-là, se présenta à la porte d'Althea. Il tenait un dossier entre ses mains, les paumes moites, les doigts légèrement tremblants, comme s'il tenait entre ses mains un secret trop lourd à porter. Tom, l'agent en formation, celui qui n'avait pas encore compris pleinement la brutalité du système auquel il appartenait, celui qui avait observé sans rien dire, se tenait maintenant devant elle, le regard fuyant. Il était venu, finalement, confesser sa part de responsabilité. Althea ouvrit la porte avec calme, ne posant aucune question. Elle l'invita d'un geste à entrer, et ils s'assirent à la table, dans le silence de la nuit. « J'ai menti dans mon rapport, commença-t-il, sa voix tremblante. J'avais peur. Peur de perdre ma place, peur de représailles. Mais ce qu'il vous a fait, ce qu'il a fait aux autres, c'est inacceptable. Je ne peux plus le couvrir. » Il posa le dossier sur la table, le souffle court. Les pages à l'intérieur étaient marquées, annotées, et portaient des détails que Tom ne pouvait plus ignorer. Ce qu'il avait vu, ce qu'il savait, il ne pouvait plus le cacher. La gifle n'était que le sommet d'un iceberg, une petite partie d'un système de violence et de contrôle bien plus vaste. Althea le regarda en silence. Ce n'était pas un regard de jugement, mais de compréhension. Elle savait que la peur avait gouverné ses choix. La peur de la hiérarchie, la peur des répercussions, la peur de perdre son identité au sein de l'institution. Elle savait aussi que la véritable courage venait non pas de la force brute, mais de la capacité à affronter ses propres faiblesses et à se révolter contre l'injustice, peu importe le prix à payer. « Merci, Tom, dit-elle enfin, ces mots mesurés. Ce que vous faites n'est pas courageux. C'est juste. Vous avez fait ce qui était juste. » Le jeune homme sembla se détendre légèrement, bien que la lourdeur de ses paroles pèse encore sur ses épaules. Mais il savait, au fond, qu'il avait franchi un seuil. Il n'était plus simplement un témoin silencieux, mais un acteur du changement. Il avait choisi de se tenir du côté de la vérité. Althea n'avait pas seulement fait tomber un homme, elle avait ouvert une brèche dans le système. Une brèche qui laissait passer la lumière là où il y avait eu longtemps des ombres. Une brèche qui permettait à d'autres voix de s'élever enfin, celles qui avaient été étouffées, ignorées,
dénigrée. En faisant tomber Brian Huxley, elle ne faisait pas que détruire une figure d'autorité corrompue, elle secouait les fondations même de l'institution policière. Les échos de l'événement se propagèrent bien au-delà des murs de la salle d'audition. Les citoyens de Rivergate commencèrent à se mobiliser. Des manifestations éclatèrent dans plusieurs quartiers, mais surtout dans les zones historiquement marginalisées comme Greenwood, où la colère accumulée depuis des décennies chercha enfin à se libérer. Les rues, autrefois silencieuses face à l'injustice, résonnaient désormais de chants de protestation, de slogans et de cris d'espoir. L'unité des forces de police n'était plus à l'abri de la lumière du jour. Les autorités, prises de court, commencèrent à réagir. Le nouveau programme de formation sur les biais raciaux fut mis en place, dans l'espoir d'offrir une prise de conscience aux agents, de leur apprendre à comprendre et à déconstruire leurs préjugés inconscients. Le recrutement fut repensé, en mettant davantage l'accent sur la diversité et l'inclusivité, dans l'espoir de construire une police plus représentative de la population qu'elle était censée protéger. Mais la réforme la plus importante, celle qui marqua un tournant décisif dans la structure de pouvoir, fut la création d'un conseil civil de surveillance indépendant. Ce conseil, dirigé par des personnes issues des quartiers longtemps discriminés, avait pour mission de superviser les actions de la police et de veiller à ce que les réformes ne soient pas simplement des promesses en l'air. Il s'agissait d'une institution nouvelle, née d'un désir de justice et de transparence. 1 an plus tard, dans un centre communautaire de Greenwood, un événement marquant se tenait. La salle était pleine à craquer. Des enfants, des mères, des anciens, des jeunes adultes, tous étaient venus pour voir la dame au tailleur noir. Ils étaient venus entendre celle qui avait changé le cours de l'histoire de leur ville. Les murs étaient couverts de portraits et de photos des événements qui avaient conduit à cette transformation. Althea Monroe était devenue plus qu'une simple figure emblématique. Elle était devenue un symbole de lutte et d'espoir. Lorsqu'Althea monta sur scène, un silence profond s'abattit sur la salle. L'atmosphère était chargée d'émotion, d'attente, mais aussi de reconnaissance. Son regard balayait l'audience, et une chaleur douce se dégageait de son visage. Son tailleur noir, qui symbolisait sa dignité et sa résilience, semblait presque scintiller sous les lumières. Elle prit une profonde inspiration, son regard se fixant sur l'audience avant de commencer à parler. « Je ne veux pas que ma gifle soit votre justice. Je veux qu'elle soit votre réveil. » Elle marqua une pause, ses yeux brillants de détermination. « Ce n'est pas moi qu'on a frappé. C'est ce que je représente, une femme noire qui a sa place, son badge, sa voix. Et cette voix, vous l'avez aussi. Ne laissez plus personne l'éteindre. » Les mots d'Althea résonnèrent profondément dans l'âme de chaque personne présente. Ce n'était pas simplement un appel à la justice, mais un appel à l'action collective. Elle ne parlait pas seulement pour elle-même, mais pour tous ceux qui étaient restés muets trop longtemps, pour tous ceux qui avaient été réduits au silence par des systèmes de pouvoir injustes. Ce jour-là, Greenwood ne célébrait pas seulement la rédemption d'une ville ou la chute d'un homme. Elle célébrait une victoire collective. Elle célébrait l'éveil de voix qui ne serait plus jamais étouffé. Althea, sur cette scène, était plus qu'une héroïne locale. Elle était le catalyseur d'un changement en profondeur. Et tout commençait à ce moment-là, à cet instant précis, dans le cœur de la communauté de Greenwood.